Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 27 janvier 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Cette semaine, j'ai vu des choses au niveau d'un nouveau réseau social décentralisé qui est basé sur des paires de clés cryptographiques. Ça, c'est un petit peu terme technique. C'est le réseau NOSTR, Nostr. Je vais mettre le lien dans le document de l'émission. Et des clés cryptographiques, en gros, c'est pas très compliqué. Vous avez une clé publique qui est un petit peu comme votre nom d'utilisateur que vous allez, ou votre adresse de courriel, que vous allez partager avec des gens. Et vous avez une clé privée que vous devez conserver secrète, qui est un peu votre mot de passe pour accéder à ce réseau-là. Plusieurs applications, il y a des applications web. Il y a une application sur iOS, Damus, D-A-M-U-S, qui est toujours en mode bêta, donc pas disponible au grand public. D'ailleurs, il y a Jack Dorsey, le créateur de Twitter, ne cesse de vanter les mérites. Mais Jack, où est ton Blue Sky app ou Blue Sky réseau décentralisé? Tu as parlé de ça en 2022. On attend toujours la livraison de ce merveilleux réseau pour faire concurrence à Twitter. Alors, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Comment votre téléphone peut se passer du micro pour espionner vos appels? Écoutez les conversations téléphoniques d'un utilisateur en passant non pas par le micro d'un smartphone, mais par son accéléromètre. C'est l'idée qui a guidé plusieurs chercheurs en sécurité. La technique donne d'assez bons résultats. Les constructeurs de téléphones intelligents ont appris avec les années à sécuriser l'accès au micro de leurs appareils. Les applications doivent systématiquement demander l'autorisation d'exploiter le microphone, qui est également protégé par toutes sortes de mesures logicielles. Par conséquent, il est beaucoup plus difficile pour les pirates de hacker le micro des smartphones pour écouter discrètement un utilisateur. Oh là là! Une équipe de chercheurs provenant de plusieurs grandes universités américaines a travaillé sur un autre vecteur d'attaque. Le haut-parleur qui vient se positionner tout près de l'oreille et plus spécifiquement encore l'accéléromètre. Cette méthode baptisée HearSpy exploite en fait les vibrations du capteur de mouvement lorsque du son est émis par le haut-parleur. Quand même, récupérer ces vibrations n'est pas suffisant. Il faut encore pouvoir les interpréter. C'est là qu'intervient une analyse basée sur des réseaux neuronaux. Intelligence artificielle. Les chercheurs ont testé leur méthode avec des échantillons vocaux écoutés sur des OnePlus 7T et le OnePlus 9. Les résultats obtenus sont intéressants. Ils ont ainsi pu identifier le sexe de l'utilisateur avec une précision qui dépasse les 98%. L'identité de la personne peut être trouvée avec une précision de 91%. En revanche, pour ce qui concerne la retranscription de la conversation, la méthode HearSpy peut encore être améliorée, puisque la précision est de 56% seulement. Ce n'est pas si mal car ce niveau permet déjà d'interpréter des chiffres prononcés pendant l'appel. Les chercheurs ne veulent pas donner de mauvaises idées à des pirates. Par contre, ils recommandent aux fabricants de prendre des mesures comme, par exemple, placer l'accéléromètre loin des sources de vibration. Apple qui lance 2 nouvelles applications pour Windows. Et oui, Apple vient de dévoiler de nouvelles versions de ses applications Apple Music et Apple TV, les rendant compatibles avec les appareils Windows. Ce lancement n'est qu'une demi-surprise, lui qui était prévu de longue date. Microsoft avait d'ailleurs annoncé il y a quelques mois que les applications allaient figurer dans son magasin Windows Store. Selon les premiers tests réalisés, les 2 solutions sont identiques à celles présentes sous Mac OS. La navigation dans Apple TV ressemble beaucoup à ce qui existe déjà sur Smart TV. Elle permet notamment d'utiliser le service de streaming Apple TV+. En ce qui concerne l'application Apple Music, elle propose presque toutes les mêmes fonctionnalités que sous Mac OS. La seule différence, c'est que l'intégration des paroles n'est pas encore disponible sur les ordinateurs Windows. Une troisième application nommée Apple Devices a également fait son apparition sur le Microsoft Store. Elle permet aux utilisateurs de gérer leur appareil Apple à partir de leur PC Windows. Elle remplace ainsi iTunes dans la synchronisation et la sauvegarde des données.
Pour fonctionner, les 3 applications ont besoin d'une des dernières versions de Windows 11. Apple précise que l'installation de ces applications empêchera l'ouverture d'iTunes sur Windows. Pour continuer à utiliser l'historique de la solution d'Apple, il faudra désinstaller ces applications. L'arrivée de ces applications n'est qu'un nouveau rapprochement entre les 2 géants du numérique. En octobre dernier, Microsoft a annoncé prendre en charge iCloud dans les options de son application Photo. Dans les faits, il suffit de télécharger l'application iCloud dans son ordinateur Windows. Dans un deuxième temps, il faut synchroniser le compte avec son nouvel appareil. Alors, les photos présentes sur le cloud vont alors apparaître sur l'ordinateur directement dans l'application Photo. Il sera alors possible de les sauvegarder en local. Le rapprochement entre Apple et Microsoft est un pari pour les 2 firmes. D'un côté, la marque Apple essaie d'attirer une clientèle nouvelle en proposant un avant-goût du fameux écosystème d'Apple. De son point de vue, Microsoft tente de retenir ses utilisateurs. La firme préfère intégrer des applications Apple dans son magasin tout en conservant ses clients. Plutôt que de renier en bloc le système concurrent, bien Microsoft intègre des solutions d'Apple pour les rendre accessibles sans pour autant avoir à acheter un produit de la pomme. Un truc pour améliorer le son de sa voix pour les appels avec l'iPhone. Il est surprenant de constater le nombre de fonctionnalités vraiment abouties et utiles qu'Apple intègre dans ses systèmes d'exploitation, mais qui sont ensuite masquées. Voici par exemple une fonctionnalité entrevue à plusieurs reprises, mais elle fait partie de celles qui n'apparaissent que lorsque certaines conditions sont remplies. Le reste du temps, on n'y a pas accès. C'est la fonctionnalité isolement de la voix. Okay? Elle se trouve dans la tuile micro qui apparaît dans le panneau de centre de contrôle de l'iPhone, iPad ou Mac. Il s'agit d'une fonctionnalité intéressante que la plupart des gens ne voient jamais. Il permet d'amplifier ou non le son de la voix par rapport à son environnement. Alors, comment utiliser le mic mode sur l'iPhone? Avant de vous énerver en cherchant les options de cet isolement vocal dans la tuile de micro, il est important de noter que cette fonctionnalité n'est prise en charge que par les matériels suivants. Bon, là, il y a une liste de Mac, iPhone et iPad. Vous pourrez aller voir, je pense que ça part les iPhones, c'est minimum iPhone SE, deuxième génération, jusqu'au iPhone 14. Et iPad, ça part du iPad mini 5e génération jusqu'au iPad Pro. Bref, il y a une liste de matériel où c'est supporté. La tuile de micro se trouve dans le panneau de centre de contrôle. Pour rappel, on accède au centre de contrôle sur l'iPhone et iPad en faisant glisser le doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran et sur le Mac en cliquant sur l'icône centre de contrôle dans la barre de menu. Pour rendre la chose un peu plus confuse, la tuile micro n'apparaît que lorsque vous exécutez une application qui prend en charge cette fonction, comme FaceTime, Zoom, etc. Elle n'est même pas disponible quand on utilise le dictaphone de l'iPhone ou celui d'une application tiers comme Voice Record 7. Non seulement vous devez employer une application qui prend en charge cette fonctionnalité, mais vous devez également avoir démarré un appel pour que l'option apparaisse dans le centre de contrôle. Cependant, elle apparaît sur FaceTime même lorsque la conversation n'a pas démarré. Alors, la tuile, le micro a 3 paramètres: standard, isolement de la voix et large spectre. Standard, c'est le paramètre par défaut utilisé par Apple. Une sorte de compromis où le micro capte votre voix, mais aussi une partie du son ambiant. Large spectre permet au micro de tout capter, en mettant l'accent sur le son ambiant. Cela peut permettre une expérience immersive, mais la qualité et la clarté de la voix peuvent en souffrir. Le réglage que vous devez choisir pour obtenir la meilleure audition de la voix, c'est isolement de la voix. Ce paramètre permet de capturer votre voix et de filtrer autant que possible les sons ambiants. C'est en fait comme si vous aviez un système de suppression de bruit, mais pour rehausser l'écoute de votre voix. Optez donc pour celui que vous voulez et ne vous inquiétez pas, il ne coupera pas votre appel ou autre. Le test de cette fonction a montré que la qualité de la voix s'en trouve grandement améliorée. Utilisez donc cette fonctionnalité d'isolement vocal lorsque vous voulez que votre voix soit la seule à se démarquer. Pixel 7. On en a parlé dans les dernières semaines. Google refuse de rembourser les utilisateurs victimes du verre qui se brise tout seul. Près d'1 mois après le début du scandale, la réaction de Google laisse à désirer.
Alors que les utilisateurs du Pixel 7 continuent de rapporter que le verre de leur caméra arrière se brise spontanément, la firme de Mountain View refuse catégoriquement de rembourser ces derniers. Oh là là, de quoi refroidir de nombreux acheteurs potentiels. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les choses ne tournent au vinaigre. Google a lancé son Pixel 7 le 6 octobre dernier. C'est à peine plus de 2 mois plus tard que les problèmes sont arrivés. Fin décembre, les témoignages incrédules des utilisateurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Le verre de leur caméra arrière se brise tout seul, sans raison apparente. Face à l'ampleur du phénomène, un défaut dans le design du smartphone, notamment l'utilisation de l'aluminium autour du capteur, qui est certainement à l'origine du problème. Malgré tout, quand bien même les utilisateurs ne sont actuellement responsables de la perte du verre protecteur, Google refuse catégoriquement de les rembourser. Ce qui, bien évidemment, déclenche la colère de ceux-ci. Sur Reddit, un thread lancé par un utilisateur est pour le moins révélateur de la situation actuelle au sein de la clientèle de Google. Ce dernier explique ainsi batailler avec le constructeur depuis plusieurs jours pour obtenir réparation après que le verre de sa caméra se soit brisé, alors que d'autres utilisateurs ont bel et bien été remboursés pour ce problème. Preuve à l'appui, l'utilisateur attend toujours de pouvoir faire marcher sa garantie. De son côté, Google rétorque que celle-ci ne prend pas en charge les dégâts physiques. Or, l'utilisateur Reddit est loin de se trouver dans cette situation, pour le moins désagréable. Et la réaction en chaîne déclenchée en refroidit plus d'un qui serait pourtant intéressé par le Pixel 7. Et je cite, « Après avoir tous ces témoignages horribles, il est certain que je n'achèterai jamais ce smartphone », admet un autre utilisateur. Allez Google, un petit effort, s'il vous plaît. Google, d'ailleurs, qui va bloquer l'installation des vieilles applications avec Android 14. Alors qu'Apple est sous le feu des projecteurs et que la société devrait permettre dans le futur d'installer des applications sans passer par l'App Store, Google, de son côté, réduit la voilure sur ce cas précis avec Android 14. Google tente depuis quelques années de nettoyer un peu le Play Store. Les nouvelles applications doivent par exemple cibler Android 12. Ce point n'empêche pas de proposer des applications compatibles avec d'anciens systèmes d'exploitation, mais améliore la sécurité. Cette limite ne touche pas les APK, c'est-à-dire des fichiers qui permettent d'installer une application manuellement sans passer par un magasin. En fait, jusqu'à maintenant. En effet, Android 14 va empêcher l'installation de vieilles applications, celles qui se restreignent aux API liées à d'anciennes versions d'Android. La limite actuelle devrait être Android 6, qui est la version Marshmallow. Ils ont tous des noms bizarres, les versions d'Android. Mais le seuil pourrait bouger dans le futur. Le but de Google n'est pas uniquement de se débarrasser des vieilles applications, mais aussi d'améliorer la sécurité. Les développeurs de malware emploient intentionnellement de vieilles API pour éviter certains mécanismes de sécurité du système d'exploitation. Pour les cas particuliers qui nécessitent réellement l'installation d'une vieille application, une méthode en ligne de commande devrait être disponible et comme elle demande des étapes précises, elle ne devrait pas être utilisée pour installer des malwares. La refonte majeure de Facebook Messenger en 2023 est là et voici ce qui change. Meta lance régulièrement des refontes de son application Facebook Messenger. Et en ce qui concerne les modifications apportées par la société en ce début 2023, elles concernent la version chiffrée de la messagerie. En effet, à l'instar de WhatsApp, Facebook Messenger propose un système de chiffrement de bout en bout qui rend les communications illisibles lorsqu'elles transitent par les serveurs de Facebook. Néanmoins, sur Messenger, ce chiffrement de bout en bout n'est pas utilisé par défaut et doit être activé manuellement par l'utilisateur. Alors, on choisit, je pense, c'est messages secrets. De plus, la version chiffrée de la messagerie de Facebook n'inclut pas toutes les fonctionnalités de la version non chiffrée, ce qui peut décourager les gens à utiliser celle-ci. Mais grâce à la refonte que la société de Mark Zuckerberg vient d'annoncer, le Messenger chiffré bénéficie de plus de fonctionnalités, ce qui devrait inciter plus de personnes à utiliser celle-ci. Par exemple, cette mise à jour apporte des thèmes de la messagerie sur les discussions chiffrées de Messenger. Ça signifie que vous ne serez plus obligé d'avoir un arrière-plan par défaut sur les conversations sécurisées de l'application. De plus, Messenger propose désormais les emojis personnalisés sur les discussions chiffrées de bout en bout. Et sur les discussions de groupe,
Vous pourrez enfin définir une image de profil pour ces groupes. Si vous partagez un lien dans une discussion sécurisée sur Messenger, l'application affiche enfin des vignettes donnant un aperçu de ce lien. Les statuts actifs-inactifs deviennent aussi visibles sur les discussions chiffrées. Et sur l'application Android, les bulles de discussion pourront enfin être vues dans ces discussions, ce qui permet un accès rapide à celle-ci. Il s'agit de fonctionnalités basiques de la messagerie normale de Messenger, mais qui n'étaient pas disponibles quand on discutait de manière sécurisée. Rappelons qu'en matière de sécurité et de chiffrement, Messenger doit rattraper son retard par rapport à WhatsApp, qui est déjà chiffré de bout en bout par défaut. L'objectif du groupe Meta est de rendre toutes ces applications de messagerie sécurisées. D'ailleurs, Messenger teste déjà l'utilisation de ce système de chiffrement par défaut sur les discussions normales. En d'autres termes, l'utilisateur concerné par ce test n'a rien à activer pour sécuriser les discussions. Dans son annonce, en plus de présenter ses nouveautés pour la version chiffrée, Meta indique également qu'il étend les tests du chiffrement de bout en bout par défaut. Je cite, « Au cours des prochains mois, de plus en plus de personnes continueront de voir certaines de leurs discussions progressivement mises à niveau avec une couche de protection supplémentaire fournie par le chiffrement de bout en bout. Ce processus aléatoire permet de tester cette expansion de chiffrement de Messenger sans causer de perturbations sur les infrastructures de Meta ni sur l'expérience générale de l'application. Mais le groupe rappelle que son objectif est toujours d'apporter le chiffrement de bout en bout aux milliards de messages envoyés sur l'app à tous les jours. Cependant, Meta doit être prudent dans le déploiement de cette fonctionnalité. De plus, le groupe doit faire face au scepticisme de certains gouvernements qui s'opposent à ce projet de chiffrement total de Messenger. Un nouveau mode silencieux sur Instagram pour prendre une pause de notification. Instagram copie l'autre grand réseau social du groupe Meta, Facebook, en intégrant à son tour un mode silencieux qui permettra à ses adeptes de programmer des périodes de pause de notification en provenance de l'application. Annoncé dans un billet de blog jeudi, cette nouvelle fonction aura aussi l'avantage d'afficher un message automatique aux personnes qui tenteraient de vous contacter par message direct, les informant que vous utilisez le mode silencieux. Instagram cible particulièrement les ados, soit les personnes entre 13 ans et l'âge de la majorité, qui utilisent un peu trop l'application, selon des critères qui ne sont pas précisés. Le réseau social indique qu'il proposera automatiquement à ces personnes d'utiliser le mode silencieux si elles passent une durée de temps spécifique sur Instagram tard la nuit. Le réseau social indique également avoir ajouté des manières pour les parents de contrôler les paramètres des comptes de leurs ados, dont la confidentialité et les limites de temps imposées. Tout ça par le biais du centre familial de Meta. Oh là là! L'entreprise a aussi annoncé jeudi avoir adopté un nouveau système de recommandation de contenu. Les utilisateurs et utilisatrices pourront dorénavant identifier ce qui ne les intéresse pas afin que l'algorithme leur conseille moins de contenu semblable. Il ne s'agit pas là d'une grande innovation non plus. Des fonctionnalités équivalentes existent déjà sur Facebook et TikTok. Pour indiquer son désintérêt, il suffit de cliquer longuement sur une image ou une vidéo dans la fonction Explorer ou de cliquer sur les 3 petits points en bas à droite des Reels, et d'ensuite cliquer sur « Ça ne m'intéresse pas ». Cette fonction est déjà disponible pour les utilisateurs et utilisatrices d'Instagram au Canada. Au moment d'écrire ces lignes, jeudi midi, le mode silencieux ne semblait pas encore offert au pays. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Intrusion chez PayPal. Hein? Chaque semaine, il y a quelque chose de piraté ou d'introduit. Spécialisé en cybersécurité, le site web Bleeping Computer nous apprend que près de 35 000 utilisateurs de PayPal reçoivent un courriel de l'entreprise pour les aviser que leur compte est compromis. Attention, je les cite. Le 20 décembre 2022, nous avons confirmé que des parties non autorisées ont pu accéder à votre compte client PayPal en utilisant vos identifiants de connexion. Nous ne disposons d'aucune information suggérant qu'une de vos informations personnelles a été utilisée à mauvais escient à la suite de cet incident ou qu'il y ait des transactions non autorisées sur votre compte. Il n'y a pas non plus de preuve que vos identifiants de connexion ont été obtenus à partir de quelconque système PayPal.
Sur la base de l'enquête menée par PayPal à ce jour, nous pensons que cette activité non autorisée a eu lieu entre le 6 décembre 2022 et le 8 décembre 2022, lorsque nous avons éliminé l'accès pour les tiers non autorisés. Qu'est-ce que ça? Pendant cette période, les tiers non autorisés ont pu consulter et potentiellement acquérir certaines informations personnelles de certains utilisateurs PayPal. Et vous n'avez pas testé ça, PayPal, quand vous avez éliminé l'accès pour les tiers non autorisés. Non, trop difficile. Les données en question sont le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et le numéro d'identification fiscale individuelle. Je ne savais pas qu'on devait partager ça à PayPal. L'intrusion de ces milliers de comptes PayPal par des pirates informatiques aurait été rendue possible grâce à la technique du credential stuffing, ou en français, le bourrage d'identifiants. C'est la même technique qui a été utilisée pour pirater des milliers de comptes chez Norton. Je pense le gestionnaire de mot de passe de Norton qui a été piraté. Les pirates informatiques vont essentiellement se procurer sur le dark web des listes de courriels de mots de passe provenant d'autres fuites de données. Ils exploitent ensuite un robot pour tester tous ces courriels et mots de passe sur des services populaires tels que PayPal. Si l'on utilise un mot de passe faible ou qu'on réutilise le même mot de passe pour un ou plusieurs autres services, on se met à risque, c'est sûr, de voir nos autres comptes être compromis. C'est vraisemblablement ce qui est arrivé dans ce cas-ci alors que les utilisateurs touchés ont commis l'erreur de négliger la sécurité de leur mot de passe sur PayPal. PayPal explique dans son courriel qu'il a réinitialisé les mots de passe des utilisateurs touchés. Ainsi, lorsqu'on va se connecter à son compte, PayPal va vous inviter à modifier votre mot de passe. Pas besoin de dire que l'on a intérêt à utiliser un mot de passe fort. L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe pour en générer des puissants tout en n'ayant pas à nous rappeler et par ailleurs une excellente forme de protection. Excellente. Et tout comme l'activation de l'authentification à double facteur via les paramètres de son compte PayPal, il est possible d'activer cette fonctionnalité qui fait en sorte qu'après avoir entré notre mot de passe, on doit entrer un second code que l'on peut recevoir par texto ou générer via une application de 2FA. Two-Factor Authentication. Cette fonctionnalité permet ainsi de mettre une solide barrière aux pirates qui auraient réussi à mettre la main sur notre mot de passe. Enfin, PayPal explique également qu'il offre la surveillance Equifax pendant 2 ans. Il explique dans son courriel comment se créer un compte gratuitement. Ah, on est rendu dans la section Monsieur Musk. Twitter corrige enfin son fil d'actualité. 2 semaines après avoir bouleversé une nouvelle fois l'affichage de son fil d'actualité, eh bien, Twitter corrige le tir. Sans revenir sur les fondamentaux de sa dernière mise à jour, le réseau social va néanmoins apporter une modification qui va avoir pour effet de mémoriser le type de fil d'actualité que vous voulez garder, comme c'était avant. Mi-janvier, le site modifiait la manière de montrer les tweets sur un compte. Sur l'application mobile comme sur le web, 2 onglets sont maintenant visibles. Le premier, pour vous, est un affichage algorithmique censé montrer des messages en rapport avec votre profil. Le second regroupe vos abonnements par ordre chronologique. Cette approche rappelle celle que suit TikTok pour les vidéos. Les internautes voient de base un onglet appelé « Pour toi », qui est une succession de contenus choisis par un algorithme, et un onglet « Suivi » qu'il faut aller chercher pour afficher toutes les productions des comptes auxquels vous êtes abonné. Chez TikTok, ce design passe mieux car il a été déployé d'emblée. Chez Twitter, en revanche, les réactions se sont avérées nettement plus froides, en partie du fait que le réseau social bouscule de temps à autre cet affichage. La mise à jour de janvier l'a montré, l'annonce de Twitter du 24 janvier 2023 montre néanmoins que les reproches ont été entendus. Si le système à 2 onglets ne disparaîtra pas, mais vous allez au moins maintenant pouvoir conserver l'affichage de votre choix. Alors, je cite, à partir d'aujourd'hui, sur le web, si vous fermez Twitter sur les onglets pour vous ou abonnement, vous retournerez au dernier fil d'actualité ouvert. Mais sur iOS et Android, ça sera bientôt disponible. Écrit l'entreprise. Il n'est pas précisé si une synchronisation de l'affichage sera possible entre les différents points d'accès à son compte, version web ou application mobile. Bien, depuis son rachat de Twitter, Elon Musk, qui demeure toujours le big boss, le grand patron du site, même s'il a déclaré qu'il partirait une fois son successeur trouvé.
il est intervenu très fortement pour orienter la plateforme selon ses vues. Il avait aussi indiqué quelques mois après l'achat que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir et qu'il faudra faire le tri au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est Twitter qui fait des choses stupides? Telle est la question. Twitter, le réseau social, confirme qu'il bloque les applications tierces. Depuis quelques jours, une étrange panne des applications tierces de Twitter perturbe les habitudes des utilisateurs. On a parlé la semaine passée. Si le réseau social dispose de solutions officielles, nombreux sont ceux à préférer les applications officieuses. Exemple, Tweetbot, Twitterific, EcoFun et bien d'autres font partie de l'histoire de la plateforme, ce qui a conduit de nombreux habitués à s'interroger sur ces curieux problèmes. Comme le craignaient de nombreuses personnes, eh bien, cette panne est bien intentionnelle et Twitter l'a confirmé dès le 17 janvier. Le réseau social d'Elon Musk indiquait dans un message, et je cite, « Twitter applique les règles de longue date de son API. Cela peut entraîner le dysfonctionnement de certaines applications. » Le 19 janvier, Twitter a finalement sonné la fin de ses applications tierces. Le réseau social a mis à jour ses règles que les développeurs doivent signer pour exploiter son API, comme un genre d'interface pour communiquer avec Twitter. Et un nouvel alinéa fait son apparition. Il clarifie les conditions d'utilisation de l'API en expliquant qu'il est désormais interdit de créer ou tenter de créer un service ou un produit similaire ou qui se substitue aux applications Twitter. En clair, Twitter vient de couper les ailes à tous ses clients tiers. En effet, l'accès à l'API est indispensable pour se connecter aux serveurs du réseau social. L'annonce est évidemment terrible pour les développeurs derrière Tweetbot, Twitterific, Phoenix, Talon, EcoFun. Toutes ces applications disparaîtront dès ce mois de janvier. Il était d'ailleurs impossible d'utiliser ces alternatives depuis plusieurs jours. Pour Craig Hockenberry, le plus regrettable reste le manque de communication de la part de Twitter. Le PDG d'Icon Factory, derrière Twitterific, l'application, revient sur le feuilleton du moment sur son blog. Et je le cite, « Ce qui me dérange dans le dernier jour de Twitterific, c'est qu'il n'a pas été digne. Il n'y a pas eu de préavis pour ses créateurs. Les clients ont juste reçu une erreur bizarre et personne n'explique ce qui se passe. Nous n'avons pas eu l'occasion de remercier les clients qui sont avec nous depuis plus d'une décennie. Au lieu de cela, c'est juste une autre scène dans leur bordel ambiant chez Twitter. » Sur les réseaux sociaux, Twitterific informe ses utilisateurs et évoque la fin d'une ère. Je cite, « Malheureusement, nous avons été contraints de retirer Twitterific des App Store, iOS et Mac. La révocation inexpliquée par Twitter de notre API, de notre accès à l'API, a laissé l'application sans avenir. » Peut-on lire dans le message, même son de cloche chez Talon. Twitter, je cite, « Twitter a clarifié sa position. À partir de maintenant, les applications qui tentent de recréer l'expérience de Twitter ne seront pas autorisées à accéder aux services de Twitter. Malheureusement, cela signifie que Talon cessera de fonctionner. » Le réseau social opère un changement de cap radical depuis le rachat par M. Elon Musk, que ce soit en interne ou pour les utilisateurs. Si cette décision confirme la volonté de Twitter de changer de stratégie, la manière déçoit et dégrade encore un peu plus son image. En effet, ces applications tierces font partie de l'histoire du réseau social et ont activement participé à son succès. Le groupe ne précise pas les raisons qui le poussent à bloquer les apps tierces, mais on peut penser que Twitter cherche à promouvoir son application officielle. En proie à des difficultés financières depuis qu'Elon Musk a pris le relais, la plateforme cherche aussi à vendre son abonnement Twitter. Et encore, M. Musk, Tesla a-t-il menti au sujet de la conduite autonome? Le directeur du logiciel autopilote de Tesla affirme que la vidéo de promotion de la conduite autonome n'était qu'une mise en scène. En 2016, Tesla vantait les mérites de sa technologie autonome dans une vidéo. La personne à la place du conducteur n'est là que pour des raisons légales. Il ne fait rien du tout.
La voiture se conduit toute seule, peut-on lire au début de cette vidéo, toujours disponible sur le site du constructeur. Le PDG de Tesla, l'incontournable Musk, avait lui-même partagé la vidéo sur Twitter en affirmant, et je cite, « La Tesla se conduit toute seule, sans intervention humaine, à travers les rues urbaines, l'autoroute et les rues, puis trouve une place de stationnement. » Problème, la firme aurait menti au sujet de cette vidéo et ce n'est pas une source anonyme qui l'affirme. Responsable du logiciel autopilote de Tesla, Ashok Eleshwamy, affirme que le modèle X utilisé dans le clip ne se déplace pas de manière autonome. Entendu dans le cadre d'un procès contre Tesla suite à un accident mortel en 2018, il explique qu'il s'agit d'une mise en scène. L'équipe derrière la technologie de conduite autonome aurait conçu et enregistré une démonstration des capacités du système. Il assure avoir répondu à une demande d'Elon Musk. Pour réaliser la démonstration, Tesla aurait travaillé sur un itinéraire prédéterminé et préalablement cartographié en 3D. Le responsable ajoute que le modèle X, visible dans le clip, utilisait des informations supplémentaires précartographiées pour conduire. Dans sa déposition, il précise que des conducteurs sont intervenus pour prendre le contrôle du véhicule. En essayant de montrer que le modèle X pouvait se garer sans conducteur, eh bien, la voiture d'essai se serait écrasée contre une barrière dans le parking de Tesla. Par ailleurs, l'autopilote présenté dans la vidéo n'était pas capable de reconnaître les feux de circulation. Pourtant, la vidéo promotionnelle du constructeur automobile montrait l'inverse. Ashok Eleshwamy n'est toutefois pas en mesure de s'expliquer davantage sur ce point. Et je le cite, « L'intention de la vidéo n'était pas de dépeindre avec précision qui était disponible pour les clients en 2016. Il s'agissait de dépeindre ce qui était possible de construire dans le système. » Tempère le responsable. Son témoignage vient néanmoins confirmer que Tesla s'est arrangé avec la vérité. Par le passé, d'anciens employés avaient révélé anonymement la supercherie au New York Times. À noter que la déposition d'Ashok Eleshwamy intervient dans le cadre du procès intenté contre Tesla après l'accident qui a coûté la vie à Walter Wang, cet ancien ingénieur d'Apple qui s'était plaint du mauvais fonctionnement de sa Tesla et a trouvé la mort dans un accident de circulation. Sa Tesla Model X avec l'autopilote activé a heurté un mur Jersey. Il s'agit d'une barrière en béton utilisée pour séparer des voies de circulation. Andrew McDevitt, l'avocat qui représente l'épouse de Walter Wang et qui a interrogé Eleshwamy en juillet, a déclaré qu'il était évidemment trompeur de présenter cette vidéo sans aucun avertissement ou astérisque. Sur son site, Tesla apporte des précisions concernant les fonctionnalités d'autopilote. Il précise qu'elles sont, et je cite, « conçues pour être utilisées par un conducteur vigilant dont les mains sont sur le volant. Celui-ci doit être prêt à reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment. » Enfin, le constructeur confirme que ces fonctionnalités ne rendent pas le véhicule autonome actuellement. Un État américain veut déjà interdire les voitures électriques. Alors que le monde entier accélère dans la course à l'électrification automobile pour limiter les dégâts du réchauffement climatique, eh bien, l'État américain du Wyoming joue les troubles fêtes en voulant tout simplement interdire les voitures électriques. Le Wyoming refuse les voitures électriques sur son territoire. C'est la bombe lancée par des représentants de cet État peu peuplé à l'ouest des États-Unis qui ont déposé ce projet de loi dans ce sens. Ils cherchent à bannir les véhicules électriques d'ici 2035 et veulent que les habitants continuent de conduire des voitures thermiques. On est donc au-delà du troll, alors que les constructeurs du monde entier veulent au contraire accélérer la transition vers le tout électrique. Les représentants en question, dont 4 sénateurs, expliquent que leur objectif est de protéger les industries du gaz et du pétrole du Wyoming, sans égard aux ravages sur l'environnement provoqués par ces énergies fossiles. Selon eux, le passage aux voitures électriques reviendrait à nuire à l'économie de l'État et cela rendrait plus difficile de commercer avec d'autres États. Ils rappellent également que le Wyoming a fortement investi dans la production de pétrole et de gaz et que ces investissements ont permis de créer des milliers d'emplois dans l'ensemble des États-Unis. Pour les signataires du projet, les véhicules électriques sont une mésaventure. Ils déplorent aussi le manque de bornes de recharge sur les routes de l'État.
qui est traversée par de vastes autoroutes. La conduite de voitures électriques serait, d'après eux, impraticable pour cette raison. La construction d'un réseau de stations de recharge générerait, selon eux, une énorme quantité d'énergie. Si ce texte était approuvé par les autorités du Wyoming, il placerait l'État en porte-à-faux vis-à-vis du reste du pays qui, bon gré mal gré, est en train de s'adapter au tout électrique. Sur le long terme, cela nuira aussi à l'économie du Wyoming, qui ne pourra plus vendre son pétrole à des conducteurs de voitures électriques. Le Pentagone présente enfin son rapport très attendu sur les ovnis. À l'été 2021, le Pentagone a annoncé la création de l'All Domain Anomaly Resolution Office, AARO, un bureau spécialisé dans le suivi des ovnis, officiellement rebaptisé les PANI pour les phénomènes aériens non identifiés. En mai 2022, l'institution a déclaré qu'elle allait consentir à un effort de transparence en publiant un long rapport sur ces phénomènes mystérieux. Celui-ci vient enfin de tomber après des mois d'attente. Le document a été mentionné pour la première fois dans le cadre d'une audience de responsables du Pentagone devant le Congrès américain. La séance a été diffusée en direct et c'était la première fois depuis plus de 50 ans que le gouvernement américain s'exprimait officiellement sur les questions des PANI. L'objectif de cet effort de communication était avant tout de briser un cercle vicieux de secrets excessifs et de spéculation qui est entretenu depuis plusieurs décennies. Si l'on peut effectivement saluer le bien fondé de la démarche, il faut admettre que le public n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. En substance, le Pentagone s'est contenté d'expliquer que les phénomènes les plus intrigants restaient encore inexpliqués. Les passionnés étaient donc impatients de découvrir le contenu du rapport textuel. Or, puisqu'il a fallu patienter plusieurs mois supplémentaires, certains observateurs s'attendaient à y trouver de nouveaux éléments croustillants. Malheureusement, même si c'était prévisible, il n'a finalement pas beaucoup d'informations à tirer de ce document. Le rapport disponible à une adresse web dans l'article couvre environ 510 PANI documentés par diverses agences gouvernementales américaines. La plupart des observations proviennent de l'US Navy et de l'US Air Force. Selon le document, 366 nouvelles manifestations étranges ont été identifiées depuis la création de l'AARO. Parmi elles, on trouvait 163 ballons ou objets similaires. Ces objets sont souvent utilisés dans le cadre d'expériences scientifiques qui nécessitent de réaliser des mesures atmosphériques. 26 autres étaient des objets assimilables à des drones. Le rapport précise que 6 de ces observations concernaient des oiseaux, des phénomènes météorologiques ou des débris comme des sacs de plastique. 171 de ces nouvelles entrées, en revanche, n'ont pas pu être identifiées. Il s'agit d'engins qui ont présenté des caractéristiques de vol ou des performances inhabituelles et qui nécessiteront des analyses plus poussées. Dans l'ensemble, la conclusion reste donc la même que lors de l'audience de mai 2022. Scott Bray, directeur du renseignement pour l'US Navy, expliquait à cette occasion que son agence n'avait pas détecté d'émanation qui suggère la présence d'un objet d'origine extraterrestre. Il avait aussi concédé que les données à disposition ne permettent pas de suggérer une explication. Mais en définitive, le simple fait que ces engins n'aient pas pu être identifiés est aussi une information importante en elle-même. Pour les représentants de l'armée de l'air, cela montre surtout qu'il y a un besoin urgent et critique d'améliorer la sécurité de l'espace aérien en consacrant des ressources scientifiques aux PANI. Car jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas impossible que certains d'entre eux représentent une menace. Une nouvelle découverte cette semaine. Écoutez, dans l'épisode 2 du 6 août 2021, je parlais de la découverte d'un outil qui permet de crypter les fichiers, qui s'appelle Cryptomator, qui est un outil multiplateforme iOS, Android, Mac, PC, qui vous permet de vous créer un coffre-fort et d'encrypter vos fichiers à l'intérieur de ça avec un mot de passe principal. Et j'utilise et que ça va toujours très, très, très bien. Eh bien, ils viennent de sortir une nouvelle version, la version 2.
La version 1 est gratuite, complètement gratuite. Si vous avez déjà la version 1, la nouvelle version 2, qui elle est payante, eh bien, elle va le détecter, elle va vous offrir une mise à jour gratuite à la version 2, donc c'est quand même gratuit. Sinon, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près, je me souviens plus comment c'est par année, mais c'est pas, je trouve que ça vaut quand même la peine. C'est quoi les avantages de la version 2? Initialement, la version 1 ne permettait pas d'utiliser le service de nuage de fichiers pCloud. Et maintenant, la version 2 supporte ce service-là. Aussi, il y a une nouvelle intégration sous iOS seulement. Il y a une nouvelle intégration, c'est bien fait, je l'ai testé, avec l'application Fichier. Donc, vous n'avez pas à aller directement dans Cryptometer. Vous allez dans l'application iOS Fichier, où vous avez tous vos fournisseurs de nuages, comme OneDrive, Google Drive, Dropbox. Et vous allez avoir chacun de vos coffres qui vont être là. Et bien sûr, vous pouvez utiliser le Touch ID et le Face ID. Je vais mettre le lien dans le contenu de l'émission Cryptometer version 2. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Quoi? Hein? Eh oui, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais je continue à faire des recherches ou des tests avec le fameux réseau décentralisé. Ça m'intéresse NOSTR, qui est peut-être aussi pas pour tout le monde. Ça prend un petit peu quand même de connaissances techniques, peut-être plus pour les geeks, je ne sais pas. Je vais essayer de vous tenir au courant de ça dans les prochains épisodes. Et il faut rester de bonne humeur avec tout ça. Hein? C'est pas... Il n'y a rien de grave, faut pas être triste. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!